Alors, bienvenue à cette dernière séance de l'école marxiste internationale. Je suis sûr que vous êtes tous d'accord que ça a été un énorme succès jusqu'à maintenant. C'est l'école marxiste internationale la plus grande qu'on a jamais eue. Je pense que... Et jusqu'à maintenant, on a eu des excellentes discussions, des discussions qui servent à nous armer pour faire notre travail politique, pour aller dehors, pour organiser les prochains communistes. Mais pour que ça soit possible, il fallait une équipe qui a organisé cette école, qui est derrière qui a fait un énorme travail, qui est derrière cet événement, et je veux donner un énorme merci à tous ceux qui ont été impliqués pour permettre cet événement. Et surtout, un groupe en particulier, c'est le groupe des camarades qui sont venus ici à Genève pour cuisiner tout le week-end, un groupe de Suisses allemands qui n'a pas pu participer au contenu politique de cette école, mais qui est venu pour nous permettre ici d'avoir cet événement, justement pour nous armer avec les idées marxistes révolutionnaires. Donc, un énorme applaudissement pour ce. Et hier, on a discuté des perspectives mondiales et je pense que Fred a assez bien montré que ce système capitaliste est dans une impasse. On voit de la barbarie partout. Il a mentionné qu'il n'y a pas juste la guerre en Ukraine ou en Palestine, mais il y a des guerres en 32 pays en ce moment. Il y a la crise climatique, il y a toute la situation de pauvreté qui force des couches plus grande que jamais de la population à sortir de leur pays parce qu'ils ne voient plus de futur dans leur pays. On voit une crise migratoire. Tout ça, ce sont des phénomènes de la crise capitaliste, un système qui est déjà depuis des décennies plus un système progressiste. Mais maintenant, on voit clairement tous les effets de ce système dans son impasse finale. Et je pense que le plus important dans cette discussion des perspectives mondiales, c'était la dernière partie, c'était la partie sur l'effet que cette crise a sur la conscience de la classe ouvrière et surtout de la jeunesse. Et ce qu'on a vu dans les dernières 1, 2, 3 ans, peut-être, c'est l'émergence de nouveaux phénomènes sous l'impact de la crise du capitalisme et également sous l'impact des expériences avec le réformisme de gauche de différents pays. On a vu apparaître une nouvelle couche plus radicale, surtout dans la jeunesse de la classe ouvrière, qui a tiré la conclusion qu'on n'a juste pas de futur au sein de ce système capitaliste. Et cette couche, elle existe partout, elle existe même en Suisse. Et je pense que ça, c'est la preuve que c'est vraiment un processus mondial. On a cette couche qui veut un changement radical, qui n'a plus aucune illusion dans un futur meilleur au sein de ce système. Ils sont là, ils sont dehors. Et beaucoup de gens dans cette couche se considèrent déjà des communistes et c'est notre tâche de les organiser dans une organisation, dans un parti révolutionnaire communiste. Et la question pour cette couche, ce n'est pas du tout est-ce qu'il faut faire une révolution. Cette question est répondue, c'est clair pour tout le monde. Il faut une révolution, il faut dépasser le capitalisme. Mais la question, c'est comment faire la révolution. Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour le succès de cette révolution? Et c'est exactement pour ça qu'on a organisé cette école sous la bannière « La voie vers le communisme » parce que c'est ça la question à laquelle il faut savoir répondre. Comment arriver au communisme? Et la bonne chose, c'est que cette question, elle est répondue depuis longtemps, depuis plus de 100 ans. Les bolcheviks ont montré comment on fait la révolution,
comment une révolution communiste peut avoir du succès. Et la leçon principale de comment arriver au communisme, c'est qu'il faut un parti révolutionnaire communiste, un parti avec des cadres marxistes bien formés qui pendant longtemps ont défendu les idées révolutionnaires, le programme révolutionnaire au sein de mouvements, au sein de toutes les luttes qui ont été formées grâce à la pratique et également la théorie marxiste. Et ce parti, c'est ce que montre la révolution russe qu'on a discuté hier de manière positive par le succès. Ce parti doit être formé, construit avant les événements révolutionnaires. Et il y a bien d'exemples, on a discuté aujourd'hui de la révolution allemande qui montre de manière négative ce qui va se passer si dans une situation révolutionnaire où les masses commencent à se soulever, il n'y a pas de parti révolutionnaire qui est prêt. Donc la conclusion de toutes ces discussions pour nous, c'est qu'il faut construire ce parti maintenant, un parti révolutionnaire marxiste. Et ça ne suffit pas juste de tirer cette conclusion que c'est à nous de faire ça dans ce contexte de crise du capitalisme maintenant, dans cette situation pré-révolutionnaire à niveau global, que c'est notre tâche de construire ce parti. Ça, de dire ça, d'affirmer ça, c'est qu'une partie de la réponse. Mais la question qu'on se pose maintenant, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment arriver à ce parti qu'ont formé les bolcheviks qui était prêt au moment de la révolution, au moment décisif? Parce que c'est ça ce qu'il faut savoir, à ça ce qu'il faut savoir répondre. Qu'est-ce que nous, on peut faire maintenant, aujourd'hui, demain, dans les prochaines années? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment on va construire ce parti révolutionnaire? Quelles sont les leçons du bolchevisme que nous, on doit tirer maintenant? Et j'ai l'énorme plaisir de donner la parole à Derso pour introduire cette discussion. Merci à Martin pour cette excellente présentation sur que faire. Mais avant, Fred m'en a parlé dans la pause, avant de commencer, je voulais encore relayer un rapport extrêmement inspirant. Ce week-end, la section allemande de la TMI, elle est passée au-dessus de la barre des 200 membres avec l'objectif de 300 membres au congrès de mai. Mais cet atelier, il a été nommé « Que faire ?» non? Mais je pense qu'avant de pouvoir répondre à la question « Que faire ?», on doit savoir dans quelle période nous vivons. Et pour démontrer ça, encore une fois, j'ai cherché quelques couvertures, titres de grands journaux. Aux États-Unis, le cœur du capitalisme, la bastion de l'anticommunisme, de l'antisocialisme. Et là, les journaux, ils mettent en une les titres suivants. Le New York Magazine, « Quand est-ce que tout le monde est-il devenu socialiste ?» Genre Bloomberg, « Éliminer le capitalisme, point d'interrogation. Les millennials sont prêts à en parler. » Et là, mon absolu favori, New York Post, « Le communisme est plus à la mode que Louis Vuitton pour les ignorants américains de la génération Z. » Et je pense ça, c'est que lorsque des idées révolutionnaires se répandent dans la société, non, ça nous raconte quelque chose. C'est un signe infaillible du déclin d'un système. Un système qui n'est plus capable d'améliorer les conditions de vie des gens, mais un système qui ne fait que les détériorer. Et quelques jours, j'ai lu un article vraiment incroyable dans la Washington Post, et ils ont écrit « Le meilleur baromètre de l'augmentation des inégalités en Amérique n'est plus le revenu, c'est la vie elle-même. C'est l'inégalité face à la mort. » Et après, il continue. « Au début des années 1980, les personnes les plus pauvres avaient un risque de décès supérieur de 9% par an, comparé aux couches plus riches.
Mais au cours des 10 dernières années, l'écart s'est creusé jusqu'à 49% et avec le Covid, il est passé à 61%. Ça, c'est le capitalisme du 21e siècle. Si tu es pauvre, tes chances de mourir sont 60% plus élevées, non? Et alors que nous vivons dans une société où il y aurait en fait assez de tout, il y aurait assez de nourriture, assez d'emplois, assez de prestations de santé, assez de tout pour permettre à chacun et chacune de vivre correctement. Et un article du Financial Times, ils regardent vers l'avenir et ils disent « Les générations actuelles risquent de ne connaître pratiquement aucune amélioration de leur niveau de vie pendant 20 ans. » Non? Et juste ça, ces trucs-là, et après tout ça, ils se demandent sérieusement quand est-ce que tout le monde est devenu communiste. Non? Mais c'est juste un fait scientifique présenté par Fred hier. Nous vivons dans une période où c'est notre génération qui décidera si le capitalisme, il détruira de plus en plus la base de la civilisation de l'humanité ou si les communistes vont être suffisamment forts pour mener la classe ouvrière à la victoire. Et ça, c'est la question à laquelle notre génération, nous, de notre vivant, on va devoir y répondre. Et cette couche de nouveaux communistes dont Martin il a parlé avant, ils ont compris exactement ça. Non? Ils ont compris la nécessité, ils ne détestent pas seulement le capitalisme, mais ils ont compris la nécessité de devenir actifs et de lutter aujourd'hui. Et nous, à la TMI, à la Tendance Marxiste Internationale, on a commencé à nous lier à cette couche. En Suisse, nous avons presque doublé notre organisation au cours des quelques mois. Et c'est certainement la plus grande croissance de toutes les organisations politiques en Suisse des derniers mois. Non? Mais il faut aussi être parfaitement au clair qu'on ne fait que gratter à la surface pour le moment. Déjà aujourd'hui, c'est certainement pas exagéré de dire qu'à ce moment, lorsque nous tenons cette école, 7 dimanches après-midi, là dehors, il y a des centaines de milliers de nos futurs camarades qui passent leur après-midi devant un écran en se posant la question « Que faire? Qu'est-ce que moi je peux faire contre toute cette horreur du capitalisme ?» Mais je pense que c'est assez important de saisir, de comprendre c'est l'ampleur de ce phénomène, de cette nouvelle génération de communistes. Non? Aux États-Unis, il y a 30 millions de personnes qui disent que le communisme, c'est le système idéal. Genre, si seulement une personne sur 100 de ces 30 millions devenait actif, ça ferait un parti communiste de masse de 300 000 personnes. Non? Aux États-Unis, aujourd'hui, le potentiel pour un vrai parti communiste de masse existe aujourd'hui. Et au Canada, je pense, le chiffre, il est 13% de la population. Je pense en France, on a entendu ce week-end le chiffre de 30% auprès des jeunes. Et en Suisse, on n'a pas des études concernant le soutien aux idées du communisme. Mais on peut aussi saisir le potentiel de la situation avec le contexte dans lequel on travaille. Non? Si on pense aux dernières semaines avec ce sentiment croissant de solidarité avec la Palestine, genre imaginez-vous si dans cette situation, il y aurait eu une organisation communiste, une organisation de type bolchevique de 5000 combattants, une organisation qui est regroupée justement les premiers milliers de ces nouveaux communistes dans une organisation unifiée de lutte, non? Une organisation avec un ancrage dans les entreprises, dans les syndicats, dans les écoles, dans les organisations générales du mouvement ouvrier. Et ces 5000, ils travaillent dans la même direction, ils défendent partout le même programme, non? On aurait pu, à ce moment, on aurait pu diriger, lancer un mouvement national de la jeunesse dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans toutes les universités. On aurait pu diriger quelques grèves directement contre les impérialistes et on aurait pu, ces dernières semaines, on aurait pu se battre pour organiser, pour commencer à nous lier, notre organisation, avec les 50 ou 100 000 premiers travailleurs de Suisse, non? Genre, on aurait pu commencer à se battre pour que ce potentiel d'un parti communiste de masse, il devienne une lutte concrète, une réalité.
Et évidemment, nous ne sommes pas encore prêts. Nous n'étions pas encore prêts. Actuellement, nous avons une organisation en Suisse de 300 communistes, 650 au Canada, 160 en France. Et déjà ça, c'est des énormes succès. Personne, sauf nous, l'a fait. C'est un énorme succès. Mais il faut aussi dire que ce sont des tout petits groupes relativement à ce dont on a besoin. Donc, en fait, la question de cet atelier, c'est comment passer d'un petit groupe de communistes à une organisation qui peut commencer à lutter pour la direction, pour s'ancrer dans le mouvement ouvrier, pour commencer à lancer la lutte pour un parti communiste réel. Et comme Martin l'a déjà dit, cette question, elle a été répondue. La réponse à cette question, c'est le bolchevisme. Le bolchevisme, c'est le modèle pratiquement, historiquement prouvé, comment passer d'un petit groupe de communistes à la direction révolutionnaire du mouvement ouvrier. Et les origines du bolchevisme en Russie, c'était en fait, ça a commencé avec un tout petit groupe de 5 personnes, complètement inconnues, en exil, ici à Genève, c'est à 500 mètres, on est passé hier pendant notre manif, on est passé en fait à côté du bâtiment dans lequel Plekhanov et son petit groupe, ils vivaient. Non? Et de ce petit groupe, exilé, totalement inconnu, de ce petit groupe va naître ensuite la future direction de la révolution russe, du majeur événement de toute l'histoire de l'humanité. Et ce petit groupe, évidemment, au début, ils n'avaient absolument rien du tout. Ils n'avaient pas d'argent, pas d'appareil, pas de parti, rien. Mais ils avaient le bon ADN, non? Ils avaient le marxisme, une méthode scientifique qui est un guide pratique sur comment renverser le capitalisme. Et ce groupe autour de Plekhanov, il a commencé à faire entrer le marxisme pour la première fois dans le mouvement en Russie. Et en fait, leur premier combat qu'ils menaient est celui qui est encore aujourd'hui notre combat le plus fondamental, à savoir la défense du rôle révolutionnaire de la classe ouvrière. Non? C'est seulement la classe ouvrière qui peut renverser le tsarisme en Russie. Ça, c'était le premier grand combat de Plekhanov et son groupe. Et à cette époque-là, le mouvement russe de l'époque était dominé par l'anarchisme. Il s'appelait les narodniks. Et eux, ils se concentraient entièrement sur la paysannerie, sur la grande majorité de la population, la paysannerie, et sur les actions terroristes, c'est-à-dire qu'ils essayaient de soulever les grandes masses paysannes avec des actions de terreur. Et donc, quand les tout premiers marxistes sont apparus en Russie, les narodniks sont venus avec un argument qu'en fait, nous, on connaît très très bien de notre travail. Les narodniks disaient les marxistes, ils se contentent juste de lire des livres, mais nous, on fait des actions réelles, des actions concrètes. Et oui, je suis d'accord, en effet, ils ont fait des actions très très concrètes, notamment bomber, assassiner le tsar. Mais je pense que l'histoire elle-même a répondu à la question entre les narodniks et les marxistes. Trotsky, dans son énorme livre sur l'histoire de la révolution russe, il va dire « La plus grande révolution de tous les temps n'a pas été menée par ceux qui ont commencé par des bombes, mais par ceux qui ont commencé avec le matérialisme dialectique, la théorie révolutionnaire du marxisme. » Donc, et ça, c'est ce qu'on défend férocement aussi à la tendance marxiste internationale, non? On dit, si tu veux sérieusement lutter pour le renversement du capitalisme, tu dois te former au marxisme. On a un stand de livres, on tient ce genre d'école, on tient des discussions politiques. Pour nous, ça, c'est le plus important. Et ça, ce n'est pas par pur intérêt académique ou quelque chose, mais parce que nous prenons la tâche de la révolution vraiment au sérieux, non? La question de la réussite de la révolution, vraiment de la réussite de la direction révolutionnaire, c'est beaucoup moins
c'est en fait pas une question de chiffres en premier lieu, une question de combien de membres tu as dans ton organisation, mais c'est surtout une question de la qualité politique de la direction. Que la direction révolutionnaire, elle défende une clarté totale sur les tâches dans la révolution. Et je pense que l'histoire, elle en a fourni nombreux exemples pour prouver exactement ce point. On a entendu ce matin le Parti communiste en Allemagne, en 1923, au moment décisif de la Révolution allemande. En 1923, ils avaient environ 3 millions de travailleurs sous son influence, mais la direction était quand même incapable de mener la classe ouvrière à la Révolution. Et au début de la Révolution russe, on l'a entendu hier soir, les bolcheviks étaient 8000 membres. En octobre 1917, ils étaient des centaines de milliers et ils ont pu gagner les grandes masses, non? Et donc, comment 8000 gens peuvent gagner toutes ces masses uniquement avec une clarté totale par rapport aux tâches de la Révolution? Et ces 8000 de février 1917, en fait, c'était des travailleurs ordinaires, des étudiants, des jeunes normaux, ordinaires. Mais ce qui a été décisif, c'est que ces gens ordinaires s'étaient formés pendant des années, ils ont appris pendant des années et des décennies à défendre le marxisme de manière concrète et de manière autonome, indépendante, non? Oui. Et donc, à peu près en 1885, on avait ces 5 marxistes russes, mais une quinzaine d'années plus tard, Lénine disait que de nouveaux marxistes et de nouveaux groupes marxistes apparaissent un peu partout. Et en Russie, autour de 1900, la situation politique, elle avait, malgré beaucoup de différences, aussi beaucoup de similitudes avec la situation dans laquelle on travaille aujourd'hui. Il y avait une grande radicalisation, surtout auprès des jeunes travailleurs, mais au même moment, dans le mouvement ouvrier, régnait une grande confusion. Et moi, je dirais que les majeurs problèmes du mouvement ouvrier russe autour de 1900 sont également les majeurs problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans le mouvement ouvrier. Politiquement, en Russie, autour de 1900, politiquement, c'était l'économisme qui dominait, c'était le réformisme de l'époque. Et les économistes, ils disaient que les travailleurs, ils ne s'intéressent en fait pas à la politique, ils ne s'intéressent pas à la théorie, mais les travailleurs s'intéressaient apparemment, selon eux, seulement aux choses dites concrètes, aux salaires, aux conditions de vie. Et ça, c'est une idée extrêmement arrogante, c'est une idée extrêmement condescendante, non? C'est de discuter, ça signifie discuter avec les travailleurs uniquement ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils connaissent déjà. Et ça, c'est aussi ce qui domine aujourd'hui complètement le mouvement ouvrier, non? J'ai checké, si on regarde les journaux des syndicats, on y trouve des gros titres, je les ai cherchés, de la semaine passée ici en Suisse, un titre d'un journal syndical, « Les conditions de travail dans les soins se sont détériorées ». Autre titre, « Il faut des améliorations ». Encore un autre, « Solidarité avec les femmes dans les soins ». Désolé, mais moi, j'ai juste jamais encore rencontré une infirmière à laquelle il faut expliquer que ses conditions de vie, de travail sont mauvaises et qu'il faut les améliorer, non? L'économisme en Russie vers 1900, mais aussi l'économisme aujourd'hui, dans un certain sens, signifie de maintenir la conscience politique des gens bas. Oui. Et ensuite, de cette focalisation politique sur ce concret, sur ce spécifique, ça découle ensuite ce qu'on peut appeler un grand particularisme. Donc, que les intérêts particuliers, les luttes individuelles sur des questions spécifiques, ça c'est au centre, au lieu de la lutte générale ou l'unification des différentes luttes de tous les opprimés contre le système dans son ensemble.
donc qu'en Russie, que les sidérurgistes ne luttent que pour des améliorations dans la sidérurgie, les travailleurs du textile que pour le textile, ou encore très présent à l'époque en Russie, que c'est seulement les travailleurs juifs qui ont le droit de s'exprimer sur les questions qui touchent les travailleurs juifs. Et ça vous rappelle quelque chose, non? Ça, c'est connu aujourd'hui sous la politique identitaire. C'est comme ça que le mouvement ouvrier, il est dirigé aujourd'hui, du particularisme au lieu de la lutte collective, de l'unification des luttes, des différentes luttes de la classe ouvrière contre le système. Et de cet économisme, de ce particularisme, découlait ensuite, sur le plan organisationnel, un mouvement ouvrier très éparpillé, très amateur en Russie. Non? Oui, autour de 1900, comme le disait Lénine, tout le monde dans les villes était en train de devenir marxiste, mais tous ces marxistes ou tous ces groupes, ils étaient extrêmement morcelés, c'était des individus isolés, tout au plus un réseau vague, sans ligne politique unique et donc en conséquence sans force de frappe commune. Et Lénine, il disait très clairement, un tel mouvement ouvrier, il ne peut pas gagner, il ne peut pas se libérer. Et c'était vrai à 100% à ce moment et c'est vrai à 100% aujourd'hui. Et en 1900, Lénine, il a fondé l'Iskra, l'étincelle. Et en 1902, il a publié son chef-d'œuvre « Que faire ?» Et ça, c'était « Que faire ?» et la Iskra, c'était des véritables déclarations de guerre contre l'économisme, contre le réformisme, contre l'amateurisme. Et moi, je dirais que dans l'Iskra et dans « Que faire ?» on trouve en fait le noyau de tout ce qui constitue le bolchevisme ensuite, jusqu'en 1917 et jusqu'à nos jours. Lénine, il disait que, c'est une citation extrêmement connue, extrêmement importante surtout, il disait « Avant de pouvoir s'unir et pour pouvoir s'unir, il faut se démarquer. » Non? Et Lénine, il voulait dire par là, pour s'organiser, il faut d'abord avoir une clarté totale sur les idées qu'on défend ensemble. Non? Pour qu'une organisation révolutionnaire, elle ait vraiment une force de frappe, tous ces militants doivent être unis politiquement, lutter ensemble pour le même programme révolutionnaire. Et ça signifie justement aussi de se démarquer, de défendre le programme révolutionnaire à l'encontre des autres programmes et idées erronées. Et justement, les économistes, ils étaient contre la théorie. Au lieu de proposer aux travailleurs la voie à suivre en donnant une direction politique, les économistes, ils pratiquaient ce que Lénine il appelait le suivisme. Genre, ça signifie de traîner derrière le mouvement, au max à côté, au lieu de le diriger. Donc, simplement de dire solidarité avec ceci, ou oui, au lieu de montrer véritablement une voie en avant, une voie comment on peut gagner. Et ici, nous, à la Iskra, chez nous, à la TMI, nous ne sommes pas des économistes. Nous ne voulons pas maintenir le niveau politique des gens et des jeunes à un niveau bas. On ne veut pas seulement leur dire ce qu'ils savent déjà. Non? Les travailleurs et travailleuses honnêtes n'ont pas besoin de nous pour entendre que la vie elle est dure, mais ils veulent surtout savoir comment l'améliorer, comment gagner. Et la tâche des marxistes, depuis les tout premiers jours jusqu'à aujourd'hui, la tâche des marxistes, c'est d'inspirer politiquement les travailleurs et les jeunes les plus avancés, d'élever leur conscience, de faire les connexions, de unir les choses, d'élever leur conscience politique. Non? Et surtout, c'est être marxiste dans ce sens, ça signifie ensuite d'organiser les meilleurs d'entre eux, les meilleurs jeunes d'entre eux, pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite intervenir dans le monde, jouer un rôle actif. Et donc, à l'époque comme aujourd'hui, il y a dans la gauche, il y a cette idée assez dominante qu'il faut construire la gauche. Non? On rencontre ça beaucoup dans notre travail, et c'est souvent, auprès de chez nous, c'est accompagné de reproches aux marxistes, de dire que
quelque chose comme vous de l'Iskra, vous de l'étincelle, vous ne construisez pas du tout le mouvement, vous ne construisez pas la gauche, vous voulez seulement construire votre propre organisation. Et je pense qu'ici, on doit être très clair, on doit dire, non, nous, ici, on ne construit pas la gauche, c'est le capitalisme en crise qui crée des mouvements, qui obligent les gens à entrer en lutte. Et les mouvements sous le capitalisme s'effondrent certainement pas parce que nous, à l'étincelle, à l'Iskra, on refuse de tout laisser tomber pour construire ces mouvements, mais les mouvements s'effondrent, entrent en déclin à cause de leur mauvaise direction politique qui n'arrive pas à montrer un chemin vers l'avant. Et ce que nous faisons ici, c'est unir les meilleurs combattants issus des différentes luttes, de les former pour qu'ils deviennent des vrais communistes, pour qu'ils puissent ensuite défendre le programme révolutionnaire aussi dans un prochain mouvement et un prochain ensuite. Non? Et ça, je dirais, ça c'est exactement le rôle qu'on donne à notre journal, à l'Iskra, à l'étincelle ou à Révolution. Non? C'est de unir tous les révolutionnaires sur la base des meilleures idées d'un programme commun. Et avec le journal, tous les révolutionnaires, ils peuvent travailler ensemble dans la même direction. Non? Avec le journal dans la main, avec le journal aussi surtout dans ta tête, si tu l'as lu, si tu l'as compris, si tu peux le défendre, ça c'est ce qui nous libère de l'isolement individuel et ça c'est ce qui nous donne une force de frappe collective. Ouais. Et je pense que tout comme Lénine, nous aussi on doit dans notre organisation déclarer la guerre à l'amateurisme qui règne au sein de la gauche. Non, pour nous, la politique, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pendant quelques temps parce que c'est sympa, parce que ça fait plaisir, mais ce dont le mouvement, la classe ouvrière, elle a vraiment besoin, ce sont des révolutionnaires professionnels, des vrais spécialistes de la révolution, des vrais cadres bolcheviques qui se sont forgés à travers des années par l'expérience, par la lecture et par le travail. Et Lénine, il disait que l'organisation des révolutionnaires doit être composée de militants professionnels qui consacrent leur vie entière à la construction de l'organisation, qui possèdent les connaissances théoriques et pratiques nécessaires et qui sont liés entre eux par une discipline de fer. Et Lénine, il disait aussi que les tout meilleurs camarades, ils doivent être libérés du travail salarié pour qu'ils puissent consacrer tout leur temps à la construction de l'organisation. Non? Nous avons besoin de permanents, nous avons besoin de bureaux dans lesquels les permanents peuvent travailler et toutes ces choses doivent être payées. Et j'aimerais bien souligner que les finances révolutionnaires ne sont pas une question secondaire dans ce processus. Non? Et honnêtement, je pense que à cette école-là, la collecte, l'appel aux dons n'a pas encore été très très bien ancré. Du coup, j'aimerais bien vous dire, on m'a dit que les formulaires pour faire des dons encore, c'est absolument possible, c'est collé là, les caisses seront, ça c'est pour les Suisses, et pour les autres, il y a encore les caisses devant et tout ça. Mais j'aimerais bien vous parler d'un petit livre de Lénine, il s'appelle « Socialisme et guerre ». Extrêmement recommandé comme petit livre, mais surtout le dernier chapitre, c'est à mon avis un des meilleurs résumés de l'histoire du parti bolchevique. Et une partie assez importante de ce chapitre est après dédiée à la question des finances révolutionnaires. Et Lénine, il explique que les mencheviks, les réformistes, ont toujours été extrêmement dépendants pour leur organisation, pour financer leur organisation, de dons individuels de riches libéraux, non? Peu de dons individuels de quelques riches, alors que les bolcheviks, durant toute leur histoire, se sont toujours majoritairement financés, avant tout par des nombreuses petites contributions de travailleurs et d'étudiants. Et ce que Lénine voulait dire avec ça, c'est que, genre,
qui va mener la révolution, non? Est-ce que c'est une organisation qui dépend financièrement et politiquement de la classe dirigeante? Ou est-ce que c'est une organisation qui se place du point de vue de la classe ouvrière dans tous les aspects de la construction de l'organisation? Genre, les idées, non? Les idées, le programme, ça c'est toujours le plus important. Seulement beaucoup d'argent et beaucoup de permanents et beaucoup de locaux sans vraies idées, non, ça sert à rien. Ça, on peut laisser au PS ou aux autres organisations, même si en France, je pense qu'ils perdent même ça, non? Mais de l'autre sens, les meilleures idées sans organisation et sans finance, ça ne sert à rien non plus. C'est que du vent, non? Et je pense que Lénine, il avait mieux compris que tous les autres révolutionnaires de l'époque, c'est que les idées du marxisme en elles-mêmes, ça ne suffit pas. Cette théorie révolutionnaire doit être dotée d'un corps physique, que les meilleurs combattants, ils doivent se regrouper dans une organisation professionnelle. Et ça c'est l'héritage du bolchevisme, non? Ça, c'est l'héritage du bolchevisme, c'est la formation marxiste méthodique de révolutionnaires professionnels qui sont réunis dans une organisation disciplinée. Et ça, c'est la seule voie vers la direction révolutionnaire. Et Iskra et Koeffer, ça a été des énormes jalons dans la construction du bolchevisme. Et ils ont fait, en fait, dans le mouvement ouvrier russe, ils ont fait l'effet d'une bombe, non? Mais il y avait encore un assez long chemin à parcourir avant que les bolcheviks deviennent véritablement la direction révolutionnaire de la classe. Et la construction de l'organisation révolutionnaire, ça se fait certainement pas dans le vide social. Non, on est toujours soumis à la pression d'autres courants politiques, finalement à d'autres classes. Et comme Vincent le disait hier, le bolchevisme, ça signifie d'être en minorité pendant la plupart du temps. Ça signifie de s'opposer pendant des années, des décennies aux pressions de l'opinion publique. C'est de défendre le marxisme contre toutes ces différentes pressions opportunistes. Et l'opportunisme se présente sous différentes formes, non? L'économisme, il a donné naissance ensuite au menchevisme. Le contenu politique, on l'a entendu hier, le contenu politique du menchevisme, c'est la collaboration de classe, c'est finalement le réformisme. Donc que la classe ouvrière doit se soumettre aux intérêts de la classe dominante, aux libéraux. Et le menchevisme, il a été testé en pratique pour la première fois en 1905. La révolution de 1905, elle a en fait commencé par une pétition au tsar, une manifestation qui soumettait une demande sympa au tsar. Mais la révolution de 1905, au cours de l'année, s'est terminée par le plus grand mouvement de grève connu jamais vu à ce moment-là, et par la formation des premiers soviets en Russie, et par une première tentative d'insurrection armée. Et au cours de cette année révolutionnaire, les masses en Russie, elles ont appris de plus en plus qu'elles ne pouvaient justement pas compter sur des demandes auprès du tsar ou auprès de quelqu'un d'autre, mais qu'elles pouvaient compter uniquement sur leur propre force. Et au cours de ce processus, la classe ouvrière, elle a également appris de plus en plus que le menchevisme, que la collaboration de classe n'avait rien à leur offrir. Et finalement, lors de la révolution de 1905, la majorité des masses ouvrières les plus avancées sont allées avec les bolcheviks. Mais comme on le sait, la révolution de 1905, elle a échoué. Le capitalisme russe, il a vécu encore à ce moment. Et avec lui, ont également vécu des pressions opportunistes à l'intérieur du mouvement ouvrier. Et après la révolution échouée, il y avait les années sombres, une période de réaction, une période de réaction physique, mais aussi une période de réaction idéologique.
Et dans cette période, à partir du menchevisme, a émergé ce qu'on appelait le liquidationnisme. Et je pense qu'en fait, nous aussi, on connaît pas mal d'éléments du liquidationnisme de notre travail. Non? Les liquidationnistes, c'était des pessimistes profonds. Ils avaient des doutes sur tout, des doutes philosophiques sur tout, et surtout des doutes sur la révolution ou le succès de la révolution. Et c'est pour ça que les liquidationnistes refusaient de construire une organisation qui lutte contre le capitalisme dans son ensemble. Et à la place de ça, ils commençaient à fonder des collectifs sur différents sujets en défendant majoritairement des intérêts particuliers. Et Lénine, il a lancé une guerre idéologique féroce contre les liquidationnistes, non? Mais lorsque Lénine il menait cette guerre idéologique, en fait, presque toute la gauche disait tous ces débats philosophiques, ça n'intéresse en fait personne. Qu'est-ce que tu fais là? Non? Mais en fait, ce que Lénine il était en train de faire, c'était de créer de la clarté politique, de la clarté idéologique à l'intérieur de son groupe qui était après nécessaire pour intervenir dans les luttes qui allaient venir plus tard suite à la réaction, suite aux périodes de la réaction. Et à partir de 1911, les travailleurs ont de nouveau commencé à entrer de plus en plus dans la lutte. Et à l'été 1914, juste avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, les bolcheviks avaient gagné à peu près 4/5 des travailleurs les plus avancés. Mais ensuite, les pressions énormes pendant la guerre mondiale, ils ont interrompu ce processus révolutionnaire en Russie. Et je pense que pendant la Première Guerre mondiale, les pressions opportunistes étaient probablement les plus fortes. Non? En fait, presque toute la gauche en Europe, ils ont soutenu la guerre impérialiste. Et entre-temps, de nouveau, à travers ces pressions, à travers cet isolement, les bolcheviks s'étaient à nouveau réduits à une force minuscule. Mais durant cette période, Lénine, pas seulement il s'opposait à tout ce chauvinisme, au soutien à la guerre, à toute cette unité nationale, mais il défendait aussi la perspective que les conditions insoutenables pendant la guerre allaient déclencher une nouvelle vague révolutionnaire. Et il va avoir entièrement raison à partir de février 1917. C'est là où Vincent il a commencé hier, non? Et les bolcheviks, ils ont été capables de gagner toute la classe ouvrière au cours de l'année 1917, précisément parce que dans les années précédentes, ils ont résisté à toutes ces pressions opportunistes. Ils ont lutté pour de la clarté politique sur les différentes questions à l'intérieur de leur organisation. Et je pense que la leçon principale de ce bref résumé, c'est de dire que les bolcheviks ne sont certainement pas nés bolcheviks. Lénine, il n'est pas né Lénine, mais ils ont été forgés pour le devenir, non? C'est dans cette lutte, c'est dans cette défense pratique du marxisme contre toutes les pressions opportunistes qui sont devenus les cadres bolcheviques de la victoire de la révolution russe. Et c'est aussi dans cette lutte que les bolcheviks ont construit leur propre organisation, faire grandir leur propre organisation, tout particulièrement lorsqu'il y a eu des majeures poussées de radicalisation, lorsque des grandes possibilités se sont ouvertes, il s'agissait de saisir ces opportunités avec les deux mains. Et quand un tel moment arrivait, Lénine, il n'hésitait pas une seconde à lutter forcément pour l'ouverture du parti, pour l'ouverture, pour l'intégration rapide des meilleurs combattants dans l'organisation. Et typiquement les débuts de 1905, au début de cette révolution, il y avait une telle période qui contient, je pense, des leçons assez précieuses pour nous aujourd'hui, dans la période où on est dans la construction de notre organisation.
Genre, bien sûr, ce n'est pas la même situation, mais à ce moment-là, comme nous aussi, les bolcheviks faisaient face à une forte radicalisation, surtout auprès des jeunes, et il s'agissait donc de rompre fondamentalement avec les restes des anciennes routines de petits cercles, de justement ouvrir le parti pour que ces nouvelles couches radicalisées puissent entrer, puissent travailler dans l'organisation. Et en 1905, tout au début de 1905, Lénine, il écrivait « Le nombre de gens que nous pouvons gagner en Russie est énorme. Tout ce que nous avons à faire, c'est de recruter plus largement et plus courageusement, et plus courageusement et plus largement. » Et il exagère comme Lénine, il adore exagérer. Et à nouveau, plus largement et plus courageusement encore, sans craindre ces couches. Non ? C'est une période de guerre des classes. Les jeunes, les étudiants et plus encore les jeunes travailleurs décideront de toute la lutte. Non, cette citation-là, elle pourrait venir d'un des textes que nous on écrit aujourd'hui, non? Et nous aussi, je pense, on doit vraiment tout faire pour nous connecter avec cette couche de jeunes fortement radicalisés, fortement enthousiastes, avec une forte volonté de devenir actifs. Nous aussi, on doit rompre d'une certaine manière avec les anciennes routines de petits cercles afin de pouvoir intégrer au plus vite ces nouveaux révolutionnaires dans notre organisation et de leur permettre de vraiment être responsables pour cette organisation, sans les craindre, non, comme Lénine disait. Mais comme je disais, la révolution 1905, malgré cette lutte féroce de Lénine pour l'ouverture, pour des idées correctes, pour un programme correct, la révolution de 1905 a échoué et a été suivie par une période de réaction, de pessimisme. Mais à partir de 1910-1911, la lutte de classe a de nouveau commencé à se rallumer. Mais à ce moment, il n'y avait pas encore de grands mouvements à large échelle, non? Donc la tâche des bolcheviks était de chercher partout des possibilités d'intervention. Et ça aussi, au fond, ça a beaucoup de similitudes avec des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Non, je veux dire, souvent, ces nouvelles couches, ces nouvelles générations de communistes, où est-ce qu'ils se trouvent? Un peu partout, non? Ils sont un peu partout, on doit les chercher partout. Et ça, c'est précisément ce que les bolcheviks se disaient aussi à ce moment. Et donc, les bolcheviks sont intervenus dans les universités, dans les syndicats, dans les coopératives. Ils ont intensifié beaucoup le travail parmi les femmes travailleuses qui ont été intégrées sur le marché de travail. Et tout simplement, partout, ils ont regardé pour des possibilités d'intervention. Une fois, ils sont même intervenus à une conférence contre l'alcoolisme et beaucoup de choses comme ça, non? Et je dirais que c'est précisément dans ces interventions, dans la lutte pour l'organisation des meilleurs combattants, que les bolcheviks se sont forgés, se sont formés eux-mêmes pour devenir des cadres. C'est dans ce travail que les bolcheviks, disons, individuels, ils sont devenus un point de référence là où ils étaient sur leur lieu de travail, dans leurs écoles, dans leurs quartiers, dans leurs organisations de la classe ouvrière. Non? Partout où ils étaient, ils ont construit leurs propres cellules, leurs propres branches, leurs propres groupes locaux avec lesquels ils pouvaient ensuite, en tant que groupe, en tant que section locale, planifier et réaliser un travail plus acharné encore. Et il y a ce fameux rapport de la police secrète en Russie de 1913. Et la police secrète russe écrivait en 1913 sur les bolcheviks. Il disait « Pendant les 10 dernières années, l'organisation et les personnes autour de Lénine ont été la force la plus énergétique, la plus courageuse, la plus capable de lutte infatigable, de résistance et d'organisation permanente. Les groupes, cellules et organisations bolcheviques sont maintenant dispersés dans toutes les villes. » Non? Et je pense que ça, c'est aussi ça dont nous avons besoin, des cellules, des groupes actifs, des groupes locaux composés de marxistes formés et de vrais combattants.
Et ça, c'est ce qui faisait des bolcheviks, ça, c'est ce qui faisait d'eux des points de référence là où ils étaient, non? Sur leur université, sur leur lieu de travail, c'est là où ils commençaient à acquérir une autorité politique pour, comme Vincent le disait assez joliment hier, pour être reconnu, pour être un point de ralliement au moment où les oreilles des gens s'ouvrent. Et c'est à ce moment et c'est grâce à ce travail-là qu'en 1917, les bolcheviks étaient capables de développer une influence qui allait bien au-delà de leur force purement numérique, non? Donc ces 8000 militants, ils ont été capables de gagner et de mener toute la classe ouvrière à la victoire. Donc, que faire, non? On ne va certainement pas se cacher dans une cave ou dans un local et juste lire des livres pendant des décennies. Et on ne va certainement pas non plus juste sans plan courir dans tous les coins, dans l'hyperactivisme. Mais il faut construire avec toute patience et toute urgence l'organisation de cadres marxistes, non? Et il faut défendre le marxisme contre toutes les pressions et saisir des deux mains toutes les occasions de construire l'organisation. Ça c'est la seule voie comment arriver d'un petit groupe de communistes à la direction révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le bolchevisme après la révolution russe, non? Le stalinisme, il signifiait en fait la destruction physique d'une grande partie des forces bolcheviques. À la fin des années 1930, la plupart des cadres bolcheviques, ils avaient été soit tués, soit ils étaient en camp de détention. Comme on l'a entendu hier, Trotsky et l'opposition de gauche ont défendu le marxisme contre une pression énorme. Ils ont fondé la 4e internationale pour transmettre justement les leçons des bolcheviks. En 1940, Trotsky a été tué par le stalinisme. Et ça, c'était une perte énorme. La 4e internationale a perdu son professeur, son maître, et ensuite, elle a perdu toutes sortes d'orientations politiques. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, c'était seulement Ted Grant qui défendait le point de vue de la classe ouvrière contre tous ceux qui voulaient rénover le marxisme, le diluer, finalement lui enlever son contenu révolutionnaire. Et Ted Grant, c'est le fil rouge des bolcheviks dans les temps modernes d'aujourd'hui. En 1992, Ted Grant, il a fondé avec Alan et bien sûr Fred la tendance marxiste internationale. Et dans les années 90, l'Union soviétique venait de s'effondrer, le capitalisme il avait apparemment triomphé, le mouvement ouvrier il était à terre. Et qu'est-ce que les camarades de la TMI, qu'est-ce que Ted Grant, Alan et les autres camarades, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les bases pour une nouvelle génération de bolcheviks. D'abord, ils ont écrit « Raison en révolte », c'est un chef-d'œuvre de la philosophie marxiste appliquée à la science moderne. Ils ont ainsi appliqué l'une des principales leçons de Trotsky, où il disait « La révolution en Russie a été dirigée par le parti qui a commencé avec le matérialisme dialectique ». Et ensuite, Ted et Alan, ils ont écrit « Russia from Revolution to Counter-Revolution ». C'était une explication scientifique de ce qui s'était passé en Union soviétique. Avec ce livre, les camarades, ils ont dit « Nous sommes des communistes, nous défendons la supériorité complète de l'économie planifiée sur le capitalisme, mais le stalinisme, ça c'est une caricature du communisme. Nous, on lutte pour une révolution communiste internationale, pour une société sous contrôle démocratique de la classe ouvrière. » Merci. Mais l'histoire n'est pas encore finie. En 1999, Alan Watts, il a écrit ce qui est un des livres les plus importants des 70 dernières années, Bolshevism, The Road to Revolution. Et ça, la voie vers la révolution.
Et ce livre-là, il contient toutes les grandes leçons des bolcheviks. Il explique exactement comment passer d'un petit groupe de communistes à la direction révolutionnaire de la classe ouvrière. Non? Et je pense que j'exagère pas en disant que le succès de la révolution socialiste dépend de notre capacité ici d'assimiler ces leçons de ces livres, de les appliquer, d'apprendre à appliquer concrètement ces leçons de ce livre, et aussi de notre capacité à faire en sorte que des milliers d'autres s'approprient également avec nous de ces leçons de ce livre. Et pourquoi Ted et Allen, dans les années 90, ils ont fait tout ça? C'était certainement pas par intérêt académique, mais parce qu'ils savaient, et ils étaient les seuls à le savoir à ce moment, que la crise du capitalisme allait produire une nouvelle génération de communistes, une couche entière de nouveaux combattants prêts à s'attaquer sérieusement à la lutte contre le capitalisme, genre une véritable couche d'or qui aurait besoin de ces idées et de ces leçons. Et ce moment-là, il est arrivé aujourd'hui. En ce moment, il y a des milliers de personnes qui se posent, des milliers de jeunes, ici seulement en Suisse, qui se demandent que faire, non? Qu'est-ce que je peux faire pour lutter pour la révolution aujourd'hui? Et la TMI, seulement la TMI, elle a conservé les leçons du marxisme, les leçons du bolchevisme au cours des 30 dernières années pour répondre précisément à ces questions, pour armer cette nouvelle génération de combattants de classe. Et c'est précisément parce que la TMI elle a conservé ces idées, c'est qu'aujourd'hui, notre tâche la plus urgente, c'est de diffuser ces idées le plus largement et le plus courageusement possible, et encore plus largement et encore plus courageusement. Et ça, moi je dirais ça, c'est la signification historique de cette nouvelle génération de communistes. Avec les leçons de la TMI, construire le bolchevisme du XXIe siècle. Et l'histoire du parti bolchevique nous montre d'un côté que la classe ouvrière, elle peut gagner. C'est la preuve historique, pratique, qu'il n'y a aucune raison pour le pessimisme, que la révolution socialiste, elle est possible. Mais de l'autre côté, et peut-être c'est même plus important, l'histoire du parti bolchevique nous montre de manière fascinante que nous, personnellement, nous pouvons faire une différence. Nous pouvons prendre le destin dans nos propres mains. Nous ne sommes pas des individus isolés. Nous ne sommes pas de la matière brute à l'exploitation. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des guerriers de classe. Et avec le parti bolchevique, nous tenons le fil de l'histoire dans nos propres mains. Bon, je pense que la réaction dit tout ce qu'il fallait dire. Merci mille fois Derso pour cet excellent, énorme exposé. Et Derso vient de mentionner plusieurs livres. Il vient de mentionner l'importance de la théorie. Et je veux souligner que c'est la dernière opportunité lors de cet événement, maintenant pendant la pause, de se fournir de ces armes. Parce que c'est ça, c'est véritablement des armes pour la lutte révolutionnaire, comme le livre sur le bolchevisme et tous les autres livres, également évidemment chez les camarades français. Donc c'est maintenant la possibilité, la dernière possibilité ici de vous fournir de ces armes. Et également des camarades ont fait de l'art révolutionnaire. Il y a plusieurs sujets, c'est vraiment cool.
avec le sujet Bread and Roses, justement pour montrer que l'art fait partie intégrale de notre travail révolutionnaire. Nous, on ne lutte pas uniquement pour le pain. Notre lutte est beaucoup plus grande que ça. C'est vraiment la libération de tout le potentiel humain. Et l'art, c'est un aspect fondamental de cette condition humaine. Donc, il y a différents sujets. Également, Intifada Until Victory. Et les camarades ont fait ça également avec l'idée en tête qu'il faut récolter de l'argent pour financer l'organisation révolutionnaire. Donc, venez maintenant en pause, regardez les sujets et achetez ces œuvres artistiques pour vous et pour soutenir financièrement la construction de l'organisation. Et en parlant de la construction, de l'aspect des finances de la construction de l'organisation, je pense que Derso, il a donné tous les arguments de l'importance de cette question, dont la question de la construction d'un parti bolchevique. Et je veux juste mentionner que le résultat jusqu'à maintenant de la récolte des dons, maintenant j'ai fermé le truc, c'est 9190 francs en ce moment. Donc ça c'est déjà... Donc, ça c'est déjà pas mal du tout, mais on a encore le temps maintenant de faire un dernier don. Vous avez toujours pour la section suisse les codes Twint là-bas, et également là, si j'ai bien compris, pour la section française. Et également, si vous sortez des portes, il y a des gens qui vont continuer à récolter de l'argent. Donc, je pense que c'est vraiment pas exagéré, c'est vraiment l'objectif minimum d'arriver à 10 000 francs avec cette récolte de dons. Mais je pense qu'on peut aller plus haut que ça. Et juste avant la pause, encore une dernière information. Si vous ne voulez pas, ou surtout si vous ne pouvez pas être sur des photos qui vont être publiées sur les réseaux sociaux, il faut le dire à Calix. Calix, il est où? Exactement. Comme ça, il faut regarder avec lui comment faire. Et c'est tout pour le moment. Si vous voulez intervenir dans la discussion ou si vous avez des questions, vous pouvez venir chez moi maintenant pendant la pause. Et arrivé à l'heure, on va faire 15 minutes de pause et la première intervention après la pause, ce sera la transmission des camarades qui vont parler de leur travail au Cameroun. Donc, il faut vraiment être présent. 15 minutes jusqu'à moins 10.